Alors, ce soir, on a le plaisir de rencontrer Éric Marion, qui est professeur agrégé de philosophie au lycée Carnot de Dijon, qui enseigne également à l'université de Bourgogne, qui est spécialiste de la philosophie arabe et de l'éthique environnementale. Et il a écrit plusieurs ouvrages, dont un ouvrage dont on va parler plus spécifiquement ce soir, qui s'appelle « Écologie et pensée arabe ». Et cet ouvrage remarquable réhabilite un certain nombre de grands penseurs arabes, de grands philosophes arabes, comme Ibn Tufayl, Ibn Khaldoun ou At-Tawhidi, on va en parler tout à l'heure, comme des éléments de réflexion qui peuvent nous aider à aborder la question de la crise environnementale ici et maintenant au XXIe siècle. Donc c'est tout à fait paradoxal qu'une pensée qui s'est développée il y a 1000 ans, dans un contexte particulier, des contextes particuliers du monde arabo-musulman de l'époque, cette pensée nous fournit des éléments de réflexion, des concepts qui peuvent être opérationnels encore ici et maintenant au XXIe siècle, malgré le caractère radicalement nouveau de la crise que nous sommes en train d'affronter. Alors, pour introduire le propos d'Éric, et aussi parce que Homero n'est pas là, j'ai prévu de vous faire une brève présentation en quelques minutes des données scientifiques du problème qui me touchent particulièrement, comme Jean vous l'a dit, puisque nous sommes dans des départements de sciences en France qui traitent de cette question de la crise environnementale. Et puis, j'ouvrirai le débat avec Éric pour qu'il puisse vous expliquer dans quelle mesure justement la lecture de grands noms de la philosophie arabe ou arabo-musulmane, cette lecture est susceptible de nous aider à penser et à agir dans le contexte de la crise environnementale du XXIe siècle. Alors, la crise environnementale est-elle une crise spirituelle ? Pourquoi pose-t-on la question ? Eh bien, lors de la COP 21 en 2005, en marge de la COP 21, il y a eu à Paris ce qu'on a appelé le sommet des consciences, où un certain nombre de responsables religieux de différents horizons se sont réunis pour adresser une mise en garde et dire que la crise environnementale est évidemment une crise sociale, une crise économique, une crise politique, mais c'était avant tout une crise spirituelle, la crise de notre relation à la nature. Et avant même d'être une crise spirituelle, cette crise environnementale est une crise de la raison humaine, ou plutôt de la déraison humaine. Parce que ce que nous sommes en train de faire collectivement, sur toute la planète, c'est de consommer le capital au lieu d'utiliser le revenu. Nous épuisons les ressources naturelles, à un rythme supérieur à leur production. Alors, des ressources naturelles, ça peut être l'eau douce, les forêts, les poissons, les sols, et c'est mesuré quantitativement, parce que je suis un scientifique, comme vous le savez, donc on s'appuie sur des mesures quantitatives, on parlera du qualitatif tout à l'heure, par un système qu'on appelle le réseau d'empreinte globale, Global Footprint Network, où on mesure le nombre d'hectares de la surface de la Terre que chacun d'entre nous consomme chaque année. Alors, pour l'agriculture, c'est très simple, c'est la surface dont on a besoin pour se nourrir. Après, il y a tout un raisonnement pour mesurer le nombre d'hectares dont on a besoin dans différents contextes, les ressources minières, l'extraction du pétrole, etc. Et le résultat, vous voyez la carte ici, les pays qui sont en rouge consomment plus par personne que ce qu'ils produisent. Et la différence peut être remarquable puisque les pays qui sont les plus rouges, ils consomment par personne 8 hectares en trop par rapport à ce que le pays produit. En revanche, les pays qui sont en bleu produisent encore davantage que ce qu'ils consomment. Alors vous voyez, évidemment, l'Amérique, l'Europe, la Chine consomme bien davantage, mais vous remarquez également que les pays arabes, mettons des pays de la Ligue arabe, sont aussi déjà en déficit, non pas parce que les modes de consommation sont anormalement élevés, mais surtout parce que les pays eux-mêmes n'ont pas des capacités de production, en particulier agricoles, très importantes.
Et le bilan de tout ça, c'est que nous avons ce qu'on appelle le jour de l'épuisement, the Earth Overshoot Day, tout ça c'est documenté. C'est-à-dire que ce jour de l'épuisement, c'est le jour où l'humanité commence à consommer plus que le capital, que le revenu, pardon, elle commence à consommer le capital, et vous voyez que ce jour, eh bien, il avance d'année en année, et il est maintenant le 1er août 2024. Pour les gens du Qatar, il est le 1er février de l'année, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, les Qataris consomment déjà par personne plus que le pays produit. Et pour, évidemment, des pays moins développés, le jour de l'épuisement, c'est plus tard. Alors, en fait, on est en train de franchir ce qu'on appelle les limites planétaires. C'est une notion qui a été promue par le Stockholm Resilience Center. Donc, vous voyez, quand on ne franchit pas les limites planétaires, on est dans ce qu'on appelle l'espace de sécurité. Et nous franchissons un certain nombre de ces limites. Par exemple, nous n'opérons plus dans les conditions où les sols peuvent se renouveler. Ils sont épuisés, voilà, par exemple, changement d'utilisation des sols. Il y a érosion de la biodiversité. On perd un certain nombre d'espèces, donc il y a une perte de la diversité génétique, aussi parce que dans les fermes, on ne cultive plus qu'une sorte de pomme, par exemple, au lieu des 50, 100, 500 espèces de pommes qui existent dans la nature. On est en train d'épuiser le cycle de l'eau douce. Ce qu'on appelle l'eau verte, c'est l'eau douce qui est dans les plantes. On appauvrit l'ozone stratosphérique, là on n'est pas encore dans le franchissement, et puis on introduit des entités nouvelles dans la biosphère. Regardez en bas, là, vous avez peut-être entendu parler de la crise des microplastiques. On est en train de trouver des microplastiques partout, ou de la crise des polluants éternels. Et ce dépassement vient d'une erreur tragique de perspective, l'idée qu'avec un développement exponentiel, c'est-à-dire dont la vitesse est proportionnelle à l'état, un développement exponentiel, eh bien, on est capable de continuer indéfiniment dans un monde qui a des ressources limitées. Alors tout ça est très complexe parce que le système Terre est un système complexe, tout est lié, et évidemment, en impactant la Terre, en faisant ce qu'on appelle un forçage anthropique, c'est-à-dire en changeant de façon artificielle les conditions de fonctionnement du système Terre, eh bien, on va avoir une Terre qui se dérègle de plus en plus. Donc, transformation, déjà 40% des terres émergées sont artificialisées. Elles sont recouvertes de béton, de construction, de routes ou de cultures intensives. Il y a la fonte des glaces, la perte de la biodiversité, des zones mortes dans les océans. Et tout ça, évidemment, détraque la Terre au point que on peut se poser la question de ce qui va arriver dans les années à venir. Alors, il y a ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique, il est dû au rejet du gaz carbonique dans l'atmosphère, et les différents scénarios, suivant qu'on continuera à rejeter ce gaz carbonique avec le charbon, le pétrole et toutes les sources de gaz carbonique, eh bien, on va aller vers plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 3 degrés, plus 4 degrés. Et quand on dit qu'il faut sauver la planète, en fait, cette idée-là est erronée parce que la planète se portera toujours très bien. Elle va évoluer vers un état différent qu'elle a déjà connu, puisqu'au moment du Carbonifère, la température moyenne de la planète était de 10 degrés supérieure à ce qu'elle est actuellement. Le problème, c'est l'humanité. C'est sauver l'humanité, c'est-à-dire que nous allons entrer à toute vitesse dans un état que l'humanité n'a jamais connu depuis les 2 derniers millions d'années pour les hominines et les 200 000 dernières années pour l'Homo sapiens. Et il va falloir s'adapter extrêmement rapidement, mais est-ce que nos sociétés sont capables de s'adapter aussi rapidement, de s'adapter à la montée des eaux, par exemple, la montée des eaux va amener à reconstruire des villes ailleurs que sur les côtes, puisque certaines côtes risquent d'être submergées. En tout cas, certains pays, certaines îles, le Bangladesh, par exemple, aussi risquent d'être submergés. Alors, quel est le danger? J'avance là, j'ai presque fini. Le danger, c'est qu'on fasse évoluer la Terre vers un autre état, ce qu'on appelle un état systémique, c'est le cas d'un système complexe, qui n'est plus réversible. Là, si on arrête d'envoyer du gaz carbonique dans l'atmosphère, si le gaz carbonique petit à petit disparaît de l'atmosphère, on revient vers l'état antérieur. Mais si on chauffe trop, si on arrive à des niveaux de température qui sont de 3, 4, 5 degrés en moyenne au-dessus de l'ère pré-industrielle, on risque d'avoir une situation que la Terre n'a jamais connue. Et
pour laquelle on ne pourra plus revenir en arrière. C'est ce qu'on appelle une transition de phase irréversible. Alors c'est illustré par ce petit diagramme qui est tiré de papier scientifique tout à fait sérieux, où évidemment, quand on franchit le seuil planétaire, là, eh bien, on va vers la Terre hothouse, c'est-à-dire une chaudière, une terre qui deviendra extrêmement chaude, où beaucoup d'espèces animales végétales vont disparaître, d'autres vont s'adapter, mais est-ce que l'humanité pourra s'adapter? Alors vous allez me dire peut-être, mais il y a une solution, puisque ces problèmes-là sont causés par la technologie va apporter des solutions aux problèmes qu'elle cause. Et là, il peut y avoir un débat, mais évidemment, la technologie verte est souhaitable, mais quand même, elle ne fait que retarder le problème. La croissance soutenable, le développement durable, la technologie verte est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Il y a un excellent article, un ouvrage qui a été publié par l'European Environmental Bureau, qui regroupe toutes les organisations non gouvernementales européennes qui traitent des questions environnementales. Et il y a toute une série de raisons qui font que l'économie verte, oui, mais ce n'est pas la solution complète au problème. Ça ne fait que retarder le problème parce qu'on ne peut pas recycler à l'infini. Vous vous êtes peut-être posé la question du recyclage de votre téléphone. Plus la technologie est miniaturisée, moins c'est recyclable. C'est beaucoup plus recyclable de recycler des rails de chemin de fer que de recycler des téléphones portables. Donc, et ça compte de l'énergie. Donc il faut avoir ce qu'on appelle le downscaling, c'est-à-dire changer l'échelle de l'économie, pas forcément pour changer notre mode de vie de façon radicale, mais pour le faire de façon plus intelligente, avec un impact minimum. Et en tout cas, il faut essayer de développer des politiques de sobriété, sufficiency policies, c'est maintenant le terme qui apparaît dans les rapports du GIEC, les politiques de sobriété. Et ce sont des politiques publiques qui doivent être développées, c'est des incitations à avoir d'économie circulaire, à moins consommer, etc. Et finalement, si on veut éviter la catastrophe, eh bien, il faut avoir une économie circulaire régénérative et des politiques publiques de sobriété. C'est ce qu'on appelle l'économie du beignet, Donut Economics, qui est promue par Kate Raworth. La voici, elle montre d'ailleurs le beignet. Il y a un espace de fonctionnement de notre société qui est souhaitable. Si on en fait moins, évidemment, on accroît la pauvreté, les gens n'ont pas le minimum nécessaire. Mais si on en fait trop, à ce moment-là, on abîme complètement la planète et l'espace sûr et juste pour l'humanité, c'est une zone intermédiaire. Voilà. Alors notre planète est évidemment bien fragile et pour terminer là-dessus, avant de passer la parole à Eric, il y a eu des appels d'un certain nombre de consciences, alors l'encyclique Laudato Si, mais aussi du côté islamique, la déclaration internationale pour le changement climatique global. Et bien sûr, cette crise, elle pose la question de notre responsabilité, j'ose dire spirituelle, puisque c'est le sens même de notre présence sur Terre qui est en jeu maintenant avec la crise environnementale. Donc il y a dans la tradition islamique, comme vous le savez, deux notions très importantes, celle de la amana, du dépôt qui nous a été confié, et de la khilafa, de la responsabilité que nous avons vis-à-vis de toute la création. Nous pouvons vivre dans la création en mangeant les fruits du jardin, mais nous ne pouvons pas détruire l'arbre. Alors, d'où viennent les responsabilités? Ce sera voilà, mon avant-dernier transparent. Bien sûr, de la vision consumériste, du profit ou du plaisir maximum fourni par la technologie. Mais avant cela, on peut déceler des racines philosophiques. Par exemple, dans Francis Bacon ou dans René Descartes, nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Cette idée de possession de la nature, c'est une idée qui a fini par considérer la nature comme un stock dans lequel puiser à volonté, et on sait que cette idée est mortifère. Et peut-être même avant, dans le développement d'une théologie impropre, c'est-à-dire d'une mauvaise compréhension des textes sacrés, en tout cas dans le contexte chrétien, avec une idée de l'homme déchu au sein d'un monde lui-même déchu, puisque le sol est maudit dans la Genèse. Le sol est maudit à cause de la chute de l'homme, et je pense que ça est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles l'homme a pu prendre possession de cet environnement, de cette nature qui avait été rabaissée en même temps que lui. Et je vous réfère à l'article très intéressant de Lynn White Jr. qui est paru en 1974. Il s'appelle « Les racines historiques de notre crise écologique ».
Voilà. Alors, que peut faire un croyant? Que peut faire un être humain, hein, au-delà des politiques publiques de sobriété? La crise doit nous encourager à réfléchir au sens de notre vie et au retour vers un certain nombre de valeurs, l'altruisme, la bienveillance envers toute la création, la recherche de la connaissance en soi et non pour dominer. Alors, c'est de ça qu'on va parler ce soir avec Éric Marion, qui est l'auteur de cet ouvrage « Écologie et pensée arabe ». Hein, et Éric va nous expliquer en quoi les grands auteurs de la pensée arabe sont utiles pour aborder la question du sens de notre vie et peut-être, comme il le dit magnifiquement, retarder la fin du monde. Voilà. Alors, je voudrais commencer en posant à Éric une première question. Éric, dans ton introduction, tu soulèves le caractère absolument inouï, nouveau, de la crise que nous rencontrons du point de vue philosophique. C'est-à-dire que c'est toute l'aventure philosophique qui a commencé, tu le dis, avec les Grecs, qui s'est poursuivie pendant le Moyen-Âge, pendant l'époque moderne, avec des noms aussi comme Francis Bacon, que j'ai cité, ou Emmanuel Kant. Hein. Et c'est cette aventure de la pensée qui devait amener à un progrès indéfini, vers des lendemains toujours plus dorés. C'est cette aventure même de la pensée qui est remise en cause par la prise de conscience du caractère fini du monde. Alors j'aimerais bien que tu développes un petit peu là-dessus, s'il te plaît. Merci beaucoup Bruno. Merci à tous d'abord pour cette invitation. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me touche d'être au Maroc et de parler dans la terre d'Al-Andalus de tout ça. C'est la première fois ici. Bon. Alors, oui, d'abord, en fait, évidemment, on vit donc l'idée, effectivement, brièvement, c'est de te répondre et de parler de cette situation philosophiquement, à mon avis, sans équivalent, qui n'est pas encore pensée. Mais aussi, au départ, ce livre est parti d'un constat assez simple. Aujourd'hui, il y a une profusion d'ouvrages sur l'écologie. Et on se tourne vers les autres cultures, dit-on en Europe. Donc Philippe Descola, par exemple, a écrit L'écologie des autres. Et il y a, comme toujours, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce type d'élision, la culture arabe était un peu laissée pour compte, alors qu'il y avait des textes étonnants, dont on va parler tout à l'heure, qui peuvent être d'une actualité saisissante. Alors la deuxième idée, qui est évidemment importante, c'est que la philosophie, dans une telle situation, a un rôle à jouer. Hein, c'est que la crise dite écologique, effectivement, est beaucoup plus que cela. C'est ce que tu as rapporté. Hein, c'est une crise du sens, c'est une crise philosophique et c'est une crise spirituelle. Au fond, on la vit d'une certaine façon à chaque instant. Hein, je veux dire, il n'y a rien que nous fassions, manger, boire, dormir, qui ne comporte un risque invisible à plus ou moins long terme. Hein. C'est-à-dire, pour le dire autrement, en fait, les moyens d'organisation de la société aujourd'hui, à l'échelle globale, hein, sont en même temps, donc les moyens d'organiser la vie sont en même temps toujours ce qui risque évidemment de nous tuer. Hein. Donc les moyens de nous faire vivre nous conduisent à la possibilité d'une disparition de l'humanité. Nous vivons le temps de la possibilité de la fin des temps. Donc voilà, il y a 1000 contradictions dans lesquelles nous sommes prises, hein, dans lesquelles nous sommes pris. Par exemple, vous voyez, nous sommes dans une société globalisée qui essaye constamment de s'assurer et de sécuriser la mise à disposition de tout ce qui est. Et en réalité, ça produit une insécurité absolument inconcevable. Donc nous sommes dans un événement, pour le coup, inconcevable, inimaginable, incommensurable. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à penser, donc qui importe plus que tout, hein, dont il importe plus que tout qu'il soit pensé. Voilà. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans une introduction pour essayer de voir, parce que ça m'avait frappé, des convergentes avec la pensée arabe du passé. Notre situation, j'emploie le terme à dessein, c'est un concept philosophique, de la phénoménologie de Sartre et Merleau-Ponty. La situation de l'humanité me semble avoir radicalement changé, en réalité. Hein. Nous sommes dans un événement qui est déjà passé, présent, à venir, et cet événement, c'est une fracture sans équivalent de l'histoire de l'humanité. Voilà, donc voilà, pour la première fois, ce qui n'était jusque-là jamais concevable, cette possibilité de la fin des temps, c'est l'homme qui en serait l'auteur et l'initiateur. Hein. Donc il y a quelque chose ici qui est évidemment tout à fait nouveau. Alors, pour le dire en deux mots plutôt, pour définir une situation, je dirais ce qui a changé, ce qui est en train de changer, me semble-t-il, c'est tout simplement la texture ou l'horizon de ce qu'on appelle l'histoire.
Jusque-là, à partir du XVIIIe, du XIXe siècle, à partir avec la philosophie des Lumières, puis la philosophie de Kant, de Marx, etc., on était dans un horizon de l'histoire qui était celui d'un progrès indéfini. Ça pouvait être le progrès technologique, ça pouvait être le progrès moral, ça pourrait être le progrès juridique. Et donc, dans tous les cas, on avait un éventail de possibilités qui était absolument ouvert. Et je dirais que beaucoup de gens aujourd'hui sont encore dans beaucoup de dirigeants d'ailleurs, sont encore dans ce présupposé d'un éventail de l'histoire absolument indéterminé et ouvert devant nous. Ces gens-là, me semble-t-il, ne sont pas du XXIe siècle. Ils sont déjà d'un siècle qui s'est dérobé et qui s'est éclipsé. Alors pourquoi? Mais il faut revenir peut-être au concept par lequel on a abordé la crise écologique. Au départ, on a dit qu'on appartenait à une nouvelle époque, c'est-à-dire c'était une époque géologique qu'on appelle l'Anthropocène. C'est un terme de Crutzen, qui est un prix Nobel de chimie en 2000. Et ce terme va être repris par Fressos, Bonneuil et par beaucoup d'autres. Il va être discuté. On a beaucoup de termes aujourd'hui, ce qui signifie quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à penser véritablement ce qui nous arrive. Il y a des gens comme Glenn Albrecht, qui est un philosophe australien, qui parle de symbiocène. Il y a des gens qui parlent de capitalocène, comme Jason Moore. Il y a des gens qui parlent de technocène. Voilà. Bon. Vous voyez, donc, alors ici, donc, en fait, qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce qu'il y a un nouveau rapport à l'histoire? Tout simplement, on arrêterait tout aujourd'hui. Bien sûr, on serait dans une relative stabilité, mais nous ne pourrions plus retrouver le passé que nous avons, d'une certaine façon, détruit et fait disparaître. La nature ne reviendra pas telle qu'elle est. L'idée d'un changement géologique, on serait passé de l'Holocène, c'était ça au départ, l'idée. Et l'Holocène, c'est la période qui s'était inaugurée avec la dernière glaciation jusqu'à l'Anthropocène. Eh bien, cette période-là, nous ne pouvons plus la retrouver. Donc, il me semble qu'on peut penser par-delà le concept géologique, tout un horizon d'existence, tout un horizon historique nouveau. Mais la formule que j'ai trouvée, au fond, c'est de dire que nous ne pouvons plus retrouver notre passé et notre futur, c'est notre passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que désormais, si nous voulons avoir un éventail de possibilités d'existence qui soit vivable, et non pas, au fond, une forme de vie réduite à la contrainte de la survie, il faut, au fond, s'éloigner le moins possible de ce passé révolu qui n'est plus et que nous ne pouvons pas retrouver. Vous voyez, le passé n'est plus, mais il faut s'en éloigner le moins possible. Donc l'avenir qui est devant nous, qui est relativement imprévisible, l'éventail du possible est strictement proportionnel à ce que nous faisons au présent. Et à la manière dont le présent s'écarte plus ou moins vite de ce passé, désormais révolu, mais que nous devons finalement garder dans une sorte de relative proximité. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, vous voyez, ce que j'essaye, je ne sais pas si je suis suffisamment clair, ce que j'essaye de dire au fond, c'est que nous sommes dans une nouvelle texture temporelle, dans une nouvelle densité historique. Au lieu d'avoir un avenir infiniment ouvert, on a désormais finalement une sorte d'entrelacement du présent, de l'avenir et du passé, qui définit une nouvelle époque, dont le sort de l'humanité dépend. Alors vous voyez, donc, dans une telle situation, c'est à ça que je veux en venir, dans une telle situation, ce que nous pouvons faire, c'est pas sécuriser ce qui n'est plus. Ce que nous pouvons simplement faire, c'est ralentir, différer, au fond, cet éloignement du passé, différer cette violence dans laquelle nous sommes pris. Et au fond, on retrouve là une grande idée qui m'avait intéressé, parce que jusque-là, dans la grande culture arabe, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de textes, dans la falsafa, etc., on retrouvait une philosophie, disons, aristotélicienne, platonicienne, néoplatonicienne, et donc, au fond, une certaine pensée du mal qui n'est pas très différente, disons, de ce qui a pu exister en Occident, mais il existait d'autres textes. D'autres textes, par exemple, donc dans la DAB, donc même le texte des Mille et une Nuits, c'est, vous voyez, chez Sherazade, constamment différer la violence. Et cette idée cette manière de différer la violence, on la retrouve dans d'autres textes. Alors, je n'ai pas consacré de chapitre à Ibn al-Muqaffa, mais j'aurais pu le faire. Dans le Kitab Kalila wa Dimna, il y a cette extraordinaire fable de l'homme dans le puits. La fable de l'homme dans le puits, c'est un homme qui est suspendu par deux lianes et qui est dans un puits, tombé dans un puits avec deux rats qui dévorent chaque nuit et chaque jour les deux lianes auquel il est suspendu. En bas, il y a un feu, il y a un dragon. Et en fait, au lieu de se préoccuper de son sort, eh bien, il va être diverti. On a souvent fait le rapport avec Pascal
alors qu'à mon avis c'est très différent, il va être diverti par un rayon de miel. Remplacer le dragon par le réchauffement climatique, remplacer le dragon par les ravages écologiques et environnementaux. Et vous avez une fable qui est celle de notre temps. Donc ici, vous voyez, l'homme dans le puits, c'est l'homme qui n'a pas d'intelligence, c'est celui qui n'a pas d'adab, c'est celui qui n'a pas cette formation qui lui permet de perfectionner son intellect. Celui qui, à l'inverse, parviendrait, c'est Bourzoullet qui raconte ça, qui est médecin, et qui dit justement que la médecine ne fait jamais que différer constamment la mort et qu'elle ne pourra jamais la vaincre. Eh bien, vous voyez, ici, celui qui dispose de cette formation, qui dispose de cette culture, qui peut perfectionner son intellect, il va au contraire ralentir, différer, et au fond, non pas supprimer la violence, mais au moins vivre du mieux possible en neutralisant, en différant sans relâche cette violence qui nous menace. Et au fond, on voit là une sorte de convergence qui m'avait tout simplement intrigué. Et donc j'ai voulu la penser plus profondément. Voilà. Alors la deuxième chose que je vous dirais sur cette situation, qui peut faire aussi... qui peut faire montrer une convergence entre la grande culture arabe et ce que nous vivons, c'est que cette situation nouvelle, elle n'est pas seulement historiquement autre, c'est pas seulement cette articulation du temps qui, à mon avis, est en train de se recomposer au travers de cet événement, c'est aussi un autre rapport à l'espace. Donc, au fond, nous sommes dans un autre rapport à l'espace, alors lequel on pourrait réfléchir longtemps sur cet aspect-là aussi. Il y a cette idée, au fond, j'aime beaucoup l'image de Latour, Bruno Latour, dans Où suis-je, c'est l'avant-dernier livre, où il dit, au fond, quand on y réfléchit, l'espace dans lequel on vit, c'est un espace qui a à peu près 10 km. Pourquoi ? Parce que si vous creusez sous vos pieds, vous trouverez à peu près peut-être 1 km, 1,5 km jusqu'aux roches-mères non fracturées par les racines des végétaux. Si vous montez en l'air, vous allez monter dans l'espace, vous allez trouver l'atmosphère, et puis au fond, vous voyez que la hauteur d'un monde vivant et d'un monde vivable pour l'homme, c'est à peu près un peu moins de 10 km. Ce qui, au fond, est une bonne image de la vulnérabilité qui est la nôtre. Comme disait Poiré, donc grand philosophe des sciences, nous étions passés du monde clos à l'univers infini avec la science moderne. Évidemment, la science moderne continue, mais celle-ci a un ancrage écologique, elle a des conditions écologiques. Et les conditions écologiques sont celles d'un espace extrêmement étroit. Voyez, bon. La deuxième chose que je dirais, voyez, c'est par rapport à l'espace, c'est qu'au fond, aujourd'hui, où que nous allions, nous avons tous les lieux que nous rencontrons. Nous savons déjà qu'ils ne seront plus les mêmes. Et ils sont comme nimbés d'une sorte de nostalgie anticipative ou anticipée. Voyez, Darla existera-t-elle dans 50 ans ? Et toutes les villes françaises, toutes les villes portuaires, etc. Vous voyez. Donc ici, au fond, nous sommes, si vous voulez, partout, dans tous les lieux, comme en exil. C'est-à-dire constamment étrangers au lieu même qui nous était familier. C'est le concept de Glenn Albrecht, qui est un philosophe donc, dans Les émotions de la Terre. Il appelle ça la nostalgie. Donc il y a cette idée, vous voyez, que tous les lieux sont en train de changer et de nous rendre, d'une certaine façon, étrangers. Et là aussi, la grande culture arabo-musulmane, me semble-t-il, a des ressorts, des ressources, une richesse profonde pour se confronter à cet aspect-là. Parce qu'il y avait une pensée de l'altérité que j'ai cru déceler, par exemple, dans l'adab, parce qu'il y a, et j'y reviendrai, une extraordinaire pensée de l'hospitalité. À mes yeux, la culture arabo-musulmane, sa forme symbolique, c'est l'hospitalité, qu'on retrouve partout, et pas seulement jusque dans la poésie anti-islamique. Et donc, il y a dans cette expérience de l'hospitalité, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, il y a une profonde richesse pour se confronter à cette nouvelle situation. Voilà. Merci pour cette réponse. Alors, on a abordé un certain nombre de thèmes sur lesquels on va continuer. Tu as parlé justement des 1001 nuits, donc des 1001 nuits chez Scheherazade, qui racontent les histoires à Schahriar pour retarder l'issue fatale de nuit en nuit jusqu'au point où finalement l'issue n'a pas lieu et ça se termine bien. Mais tu as aussi introduit dans ce livre d'autres 1001 nuits, ou plutôt d'autres nuits qui sont les nuits de Tawhidi, un grand philosophe, et ce sont les nuits, comme pour d'ailleurs Scheherazade et les 1001 nuits, les nuits de l'adab. Alors j'aimerais bien que tu reviennes sur ce concept d'adab, tu viens juste d'en parler, de l'hospitalité, de la parole conversante, qui est la délectation de l'esprit et qui ne conclut jamais vers
une vérité définitive qui serait éventuellement porteuse de violence. J'aimerais bien que tu développes cet aspect-là qui se trouve dans ton livre. D'accord, merci beaucoup. Oui, alors le concept d'adab est évidemment très large, ça peut vouloir dire les lettres, etc. Ça peut vouloir dire aussi, on le retrouve, Éric Geoffroy en parle pour le soufisme d'El-Alaoui, la juste attitude dans le soufisme. Le sens que j'ai essayé de dégager, c'est à partir d'Ibn Mukafa, donc dans l'adab al-Saghir et l'adab al-Kabir. Et donc Ibn al-Mukafa est le fondateur et l'initiateur donc d'une fable où on trouve d'ailleurs, à mon sens, le premier terme de Faylassouf, bien avant la falsafa, c'est-à-dire qu'il existait tout un corpus de textes qui n'étaient pas pris en compte et que j'avais envie de penser parce que je sentais qu'il y avait quelque chose d'extrêmement profond. Et en fait, ce qu'on trouve donc, notamment, il y a deux grandes idées qui permettent de montrer effectivement comment là aussi on a une façon de différer constamment la violence et qui est très différente, par exemple, du dialogue platonicien. Le dialogue platonicien, finalement, on va surmonter la violence comment en découvrant des essences éternelles. Et là, on aura les conditions d'une suppression définitive du mal, etc. Donc cette idée, en revanche, qu'il faut constamment différer la violence est omniprésente dans les contes des mille nuits, mais aussi dans le Kitab Imta ou Al-Mu'annasa, le livre du plaisir partagé en amitié. Je parlerai d'ailleurs peut-être plus de convivialité que d'hospitalité, il faudrait peut-être que je m'en explique. Mais on avait une sorte de lien, de rapport à la parole qui est absolument extraordinaire. Alors, les 40 nuits du Kitab Imta ou Al-Mu'annasa, donc ce sont des nuits consacrées, donc ce sont les 1000 nuits, effectivement, à mes yeux, les 1000 nuits du savoir. Chaque nuit est consacrée à une question. On a des savants qui sont présents et ils vont débattre. Et là, on n'aura pas, disons, une démonstration, on n'aura pas une conclusion définitive. Et tout cela, c'est une manière de philosopher qui me semblait complètement originale. Alors, en creusant un petit peu, on se rend compte, par exemple, que tous les rapports de domination, tous les rapports de force qui existent le jour, eh bien, au fond, sont abolis, dépassés, dans cette parole conversante qu'on va trouver la nuit. Par exemple, donc, il y a le vizir Ibn Sa'adan qui pose des questions. Donc, le jour, il a une position de domination, une position verticale. Mais la nuit, il devient un hôte de la parole conversante. Il devient, au fond, il devient quelqu'un qui prend place dans cette parole comme n'importe qui. Donc à mes yeux, il y a même d'ailleurs un espace proprement démocratique, là, pas du tout au sens de la démocratie grecque, mais véritablement, vraiment une forme d'égalité entre les hôtes de cette parole. Et on voit qu'à chaque fois, cette façon de prendre part à la parole, modifie ces rapports de force et ces rapports de violence qui existent le jour. Donc de la même façon, on a un copiste qui va s'en prendre, et souvent l'adib était le jour donc un katib, c'est-à-dire aussi bien un conseiller qu'un copiste. Donc il faisait un travail contraignant. Donc la journée, on a affaire à la contrainte, comme on a affaire à la violence, mais la nuit, on dépasse ces rapports de violence et on trouve, au fond, un autre rapport à la parole, et donc qui n'est plus de l'ordre de la contrainte, qui devient un espace de liberté. Alors j'ai appelé ça, pour inverser, parce qu'on a le philosophe Paul Ricoeur qui a parlé du concept d'identité narrative, c'est-à-dire qu'au fond, pour Paul Ricoeur, en fait, il n'y a pas d'identité substantielle. Au fond, chacun d'entre nous, c'est ça, l'ipséité n'est jamais que ce qu'il peut dire de lui-même et de son passé. Donc ça, c'est le concept d'identité ou d'ipséité narrative chez Paul Ricoeur. Mais ici, on aurait plutôt, dans cette parole conversante, qui change la nuit, ces rapports de violence qui existent le jour et qui donc vont revenir au lendemain. Eh bien, dans cette parole-là, on aurait plutôt l'idée d'une altérité narrative, c'est-à-dire que chacun, devenant l'hôte de cette parole conversante, devient absolument autre. Et donc sort de ces rapports de violence. Alors ça a été ce qui me semble extraordinaire, et pour le coup ce qui me semble pas avoir été suffisamment pensé en philosophie jusque-là, c'est que dans la 25e nuit, Tawhidi va penser, mais pas définir, ce qui est un geste proprement philosophique et propre à la philosophie grecque. Donc la philosophie va définir cela comme étant la balara. Et donc la balara, pour moi, c'est donc une sorte de parole infinie qui peut devenir science, philosophie, qui peut devenir la parole du tawil, de l'exégèse coranique, qui peut devenir prose ou poésie, qui peut prendre toutes les figures, mais qui n'aura jamais, au fond, une forme définitive. Et dans cette extra
pensée mise en œuvre dans les 40 nuits donc, du livre, eh bien, on voit comment cette parole infinie peut, au fond, constamment différer des rapports de violence, la nuit, lors du majlis, hein, qui vont revenir le lendemain, comme le monde, qui inévitablement retourne à ses formes propres de violence. Mais il y a là donc, une matrice pour penser philosophiquement quelque chose qu'on trouve effectivement dans ce qui est mieux connu en général, les contes du Mille et une nuits. Oui, ce qui est intéressant, c'est que justement, on passe ces nuits, ces 40 nuits ou ces 1001 nuits, et, on a l'impression que c'est une activité qui pourrait durer sans fin et qui nous occupe et qui nous élève, qui nous nourrit, hein, et peut-être qui peut se substituer au consumérisme matérialiste, puisque le plaisir qu'on ne pourra plus prendre dans une consommation effrénée des biens matériels, parce que ces biens ont trop d'impact, on peut le prendre justement dans un partage des biens immatériels, des biens intellectuels, de la culture, de la connaissance. Alors il y a un autre aspect de ton livre que je trouve extrêmement intéressant, c'est toute l'analyse que tu fais de l'œuvre de Ibn Tufayl, et donc ce fameux ouvrage Hayy ibn Yaqdha, hein, le vivant fils de l'éveillé. Donc c'est un ouvrage qui a anticipé le mythe de Robinson Crusoe, mais tu nous diras évidemment que c'est pas pour ce que tu en penses, et c'est pas exactement ça. Et ça, c'est l'idée de la convivialité avec toute la nature, hein, le fait que l'être humain est un parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres. Et la difficulté de notre pensée moderne, c'est justement notre incapacité à penser l'autre, à nous excentrer, comme tu le dis, c'est-à-dire à nous mettre à la place des autres, finalement, parce qu'en consommant la nature, eh bien, on ne se met pas à la place des animaux, des plantes, etc., qui ont leur légitimité sur cette terre. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu vois justement cet ouvrage de Ibn Tufayl ? Oui, merci beaucoup. Alors, effectivement, c'est un texte que j'ai toujours trouvé absolument fascinant. Alors, pour vous le faire comprendre, j'y ai pensé, je vais mettre en regard deux fictions philosophiques. La première fiction philosophique, elle est contemporaine, hein, c'est celle d'un Australien, Routledge, et la seconde, effectivement, c'est celle d'Ibn Tufayl, qui me semble... voilà, à la fois, bon, j'y reviendrai ensuite. Alors, la fiction de Routledge est la suivante. Routledge, ça a été le premier mari. Hein, il fait cette fiction en 1973, un philosophe australien. Ça a été le mari de Val Plumwood, philosophe de l'écologie, dont peut-être le savez-vous, mais son expérience cruciale, ça a été d'être avalé par un grand alligator, de faire free death rolls sous l'eau. En général, on ne s'en sort pas. Elle en réchappe, et de cette expérience, elle va nourrir toute une philosophie de l'écologie environnementale. Bon, c'est quelqu'un d'important. Et Routledge, son mari, en 1973, il a cette fiction, c'est la fiction de Last Man, la fiction du dernier homme. Alors, quelle est-elle ? Au fond, c'est l'idée, supposer par exemple que l'humanité se soit détruite, qu'il ne reste qu'un seul homme, supposons. Ce dernier homme se livrerait à une violence absolument gratuite. Il se met à détruire tout ce qui l'entoure. Hein. Il se met à détruire les plantes, les animaux, voilà. Où veut en venir Routledge ? Il veut venir, vous voyez ce que fait ce dernier homme, tout le monde au fond de lui-même le réprouve profondément. Il y a quelque chose ici d'un mal inacceptable. Ce déchaînement de violence gratuite serait absolument inacceptable. Et pourtant, si on regarde les morales, le droit qui existe, rien ne permet de le condamner. Ce qu'il appelle l'éthique libérale, c'est-à-dire au fond, je suis libre de faire tout ce que je veux, tant que ça ne me nuit ni aux autres, ni à moi-même, ou à la loi. Si vous appliquez ce type de morale ou de droit, vous ne pouvez pas condamner. Vous ne comprenez pas pourquoi il commet quelque chose d'inacceptable. Alors Routledge veut en venir à ceci, c'est qu'au lieu de regarder la nature comme selon la raison instrumentale, ayant une valeur instrumentale, il faut lui accorder une valeur intrinsèque. Alors, quand on regarde le texte, donc le deuxième texte, la fiction andalouse, l'allégorie plutôt, très exactement andalouse d'Ibn Tufayl, on s'aperçoit que lui, il a trouvé. La valeur intrinsèque, il l'a trouvée. Alors, où ça ? C'est ce texte au départ qui m'avait fasciné, c'est pour ça que je voulais revenir. Il faut comprendre que cette allégorie a 4 niveaux de sens, hein, et qu'on va articuler ici, ce qui est extraordinaire, à la fois la philosophie à une expérience du soufisme. Hein. C'est un avicénisme à la fois exotérique et ésotérique. Alors, quels sont les 4 niveaux de sens ? Effectivement, au niveau littéral, donc c'est un enfant, il y a deux versions au niveau littéral, mais enfin, disons que c'est un enfant qui arrive sur une île et qui va être élevé par une gazelle et qui, peu à peu, par le seul effort de sa réflexion et sans rien connaître du Coran,
mais en fait, la vérité qu'il va trouver par le propre effort de sa réflexion est parfaitement en accord avec le Coran et le soufisme, que nous montrera la suite de l'allégorie. Donc, il y a un sens littéral, voyez-vous, et puis ensuite, donc ça se passe par cycle de 7 ans. Et au fur et à mesure, il se perfectionne, et jusqu'à atteindre, Insan Kamil, jusqu'à atteindre, à devenir l'homme parfait, l'homme complet. Voilà. Donc, il y a, alors, premier niveau de sens qui est littéral, le deuxième niveau de sens, c'est le sens caché, c'est le sens philosophique. Mais ça, c'est ce que Ibn Tufayl appelle l'avicénisme exotérique, c'est-à-dire, au fond, la science et la métaphysique de la falsafa. Mais pour Ibn Tufayl, il y a un troisième niveau de sens qui est ésotérique. Donc là, ça correspond à certains textes d'Avicenne, qu'on a dit visionnaire. D'ailleurs, même toute l'allégorie d'Ibn Tufayl, en fait, est une sorte de reprise de récits que Henri Corbin appelait des récits visionnaires. Ce niveau de sens, c'est une perfection du cœur. Donc c'est une expérience soufie. Ça, c'est le troisième niveau. Premier niveau de sens, donc littéral. Deuxième niveau de sens, caché, qui est philosophique. Troisième niveau de sens, c'est cette expérience du cœur. Et quatrième niveau de sens, à mes yeux, c'est une manière d'écrire, comme dirait Léo Strauss, l'art d'écrire en temps de persécution, avec une certaine... Voilà, ça pourrait... Bon. Mais je laisse ça de côté. Alors, vous voyez, donc, le passage qui m'intéresse se situe justement lors de l'expérience du cœur d'Ibn Tufayl, de Hayy ibn Yaqzan. Qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, donc il est en train d'essayer de s'accomplir et il va se dire, au fond, il est pris dans un dilemme. Soit j'essaye de me nourrir, mais du coup je porte atteinte à la perfection du créé, soit j'y renonce, mais je porte atteinte à ma propre perfection. Vous voyez? Donc ici, on est déjà dans un dilemme écologique. On est déjà au fond, et sa réponse est immédiatement la nôtre. C'est-à-dire qu'au fond, dans une telle situation, il va se satisfaire du strict nécessaire. Impératif de sobriété. Sobriété absolue. Donc Yaqzan, l'homme parfait, c'est celui qui va justement se rapporter à la nature sans en lui portant atteinte le moins possible. En respectant une forme de sobriété absolue, se nourrir du strict nécessaire. Donc vous voyez, ici on trouve quelque chose qui est quand même assez étonnant. Et vous voyez qu'immédiatement, il accorde à tout ce qui l'entoure une valeur intrinsèque, une forme de perfection, évidemment qui lui vient du premier, c'est-à-dire de Dieu, mais vous voyez bien que là, on est vraiment dans une éthique écologique de la sobriété qui permet de résoudre un certain nombre de dilemmes. Alors ensuite, son éthique va être plus fine, il va l'ajuster, il va se dire, elle va être d'une certaine façon graduelle, il va essayer d'abord de se nourrir d'un végétal en prenant bien soin donc, de fruits mûrs, en prenant bien soin de ne pas jeter les graines sur un sol infertile. Vous voyez, il s'agit donc ici là aussi de porter atteinte le moins possible à tout ce qui nous entoure. S'il ne le peut, il se nourrira d'un végétal, mais en prenant soin de ne jamais porter atteinte à une espèce. S'il ne le peut, il fera de même avec un animal, sans jamais porter atteinte à une espèce. Et ça, c'est la première assimilation lors de son troisième niveau de sens. Donc là, c'est une expérience du cœur, c'est une expérience qui le rapproche du fana des soufis. Et le deuxième moment, lors de cet épisode, ça va être au fond qu'il va prendre soin des animaux blessés, des plantes qui sont dans l'ombre. Et donc ici, il va parachever la nature, c'est-à-dire intervenir. Voyez, donc ici, on a à la fois ce que j'appellerais en termes modernes une éthique de la préservation et de l'autre côté, une éthique de la conservation. Ça, c'est un grand partage. Vous voyez, Routelet, quand il parle de valeur intrinsèque, il est dans la philosophie écologique américaine. Un des grands partages de la philosophie écologique américaine, c'est d'un côté la logique de la préservation et de l'autre côté la logique de la conservation. Il y a aujourd'hui d'ailleurs des néo-préservationnistes qui disent, ce qui n'est évidemment pas près d'arriver, mais qu'il faudrait que, pour que l'humanité s'en sorte, qu'on laisse la moitié de la planète sans hommes, dans un retrait. Voilà, c'est les néo-préservationnistes aujourd'hui, comme il y a des néo-conservationnistes. Vous voyez, cette logique de la préservation et de la conservation, on la trouve aussi dans cette éthique du XIIe siècle, ce qui pour moi est absolument incroyable. Voilà. Alors, peut-être que je peux continuer un tout petit peu, parce que, voilà, donc, ce que j'ai essayé de penser par là, c'est au fond la grande expérience du soufisme. Et je la reprends au travers de quelqu'un qui m'a énormément marqué, c'est Louis Massignon, donc qui était évidemment qui a consacré 4 tomes à Hallaj, et qui va penser l'expérience soufie en termes d'hospitalité.
Et je pense que cette allégorie d'Ibn Tufayl nous mène tout droit, non seulement à une articulation de la science et de la philosophie et du soufisme, mais au cœur de l'expérience soufie. Donc pour Massignon, la tradition abrahamique, tout entière, et c'est lui catholique melkite, il fera la prière en arabe et il récitera la Fatiha devant la croix, à Damiette, où il a construit, où il a fondé la Badalia. Massignon considérait que la tradition abrahamique était une expérience de l'hospitalité. Dieu, c'est celui qui accueille l'homme qui est en errance, qui est dans le désert, qui est finalement sans secours. Et en même temps, l'homme, c'est celui qui accueille Dieu. C'est ce que Massignon appelle la visitation de l'étranger. Donc l'expérience du fana, puis du baka, ensuite la surexistence, c'est à la fois cette expérience de l'hospitalité, ce qu'il appelle la visitation de l'étranger. Alors, j'ai toujours en tête et au cœur, au fond, c'est ce vers de Rumi qui m'arrive de réciter. Ce quelqu'un dont la beauté rangeait lui les anges est venu au petit jour. Il a regardé dans mon cœur, il pleurait et je pleurais, puis il m'a demandé, de nous deux, dit, qui est l'amant ? Voilà. Donc ce vers-là, comme beaucoup d'autres chez Rumi, qui sont absolument incandescents, c'est un éblouissement sans fin, comme dirait Éric Geoffroy. Ce vers-là, qui est absolument incandescent, c'est littéralement le recueil de cette expérience de l'hospitalité inconditionnelle, qui a plusieurs traductions. Et à mes yeux, c'est là que je voulais en venir, et un jour, j'aimerais vraiment pouvoir en parler avec des spécialistes du soufisme comme Éric Geoffroy. Chez Massignon, elle avait plusieurs traductions, cette expérience d'hospitalité inconditionnelle. Elle a une traduction d'abord éthique. C'est la plus belle pensée de l'enfance que j'ai jamais rencontrée. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas à vous. C'est pas votre propriété. C'est pas votre possession. L'enfant, c'est l'autre que j'accueille. Et si vous êtes dans cette vérité-là, vous êtes dans la vérité du soufisme. Vous êtes dans la vérité de la tradition abrahamique. Voilà. Et je pense que ça vaut à peu près pour l'amitié ou pour l'amour. Dès qu'on commence à regarder quelqu'un comme étant une sorte de proche, trop proche, quand il n'est plus cet inconnu dont on pourra prendre soin, eh bien, au fond, on s'écarte d'une forme de sincérité et de vérité. Ça avait une traduction chez Massignon, une traduction politique, le contraire de la colonisation. Et aujourd'hui, comme on le verra peut-être tout à l'heure, évidemment, l'une des menaces de l'écologie, c'est d'aggraver la colonisation. Bon. Donc il a constamment, et là-dessus, même si dans la vie de Massignon au départ il a été peut-être plus ambigu, mais Massignon a toujours été fidèle à sa parole donnée, et aussi bien vis-à-vis des Palestiniens, aussi bien vis-à-vis des Algériens. Au fond, ce refus de la colonisation, qui est l'extraversion même de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est une des traductions possibles. Donc, voilà. La troisième traduction, elle est esthétique. Donc là, je reviendrai. Enfin, il y a toute une poétique, bien sûr, de Soufi. Et la quatrième traduction, c'est là que je voulais en venir, et on la trouve chez Ibn Tufayl, elle est écologique. C'est-à-dire que ici, l'hospitalité inconditionnelle, évidemment, au XXIe siècle, va devoir aller à l'autre homme. Combien de millions de migrants aurons-nous ? Combien de gens qui vont mourir en mer, etc., etc. Mais l'hospitalité, elle peut aller jusqu'au vivant. Elle doit aller jusqu'au vivant. Et c'est là que... Massignon ne pouvait pas aller jusque-là, il n'était pas de notre temps. Mais aujourd'hui, vous voyez comment cette expérience du XIIe siècle d'Ibn Tufayl, pensée jusqu'au bout, peut, au fond, s'avérer extraordinairement riche pour le temps présent. Merci Éric. Peut-être terminer en évoquant l'avenir de notre civilisation. Et pour cela, tu as, dans ton ouvrage, à la fin, évoqué un autre grand penseur du monde arabe, c'est Ibn Khaldoun, donc fondateur de la sociologie, de l'histoire, au sens où il fait une théorie globale de la civilisation. Et tu rappelles qu'il montre qu'il n'y a pas de civilisation sans désert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu de développement de la connaissance, du confort, du savoir, de la science, de l'art, s'il n'y a pas autour un espace vierge, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Oui, merci beaucoup. Oui, alors Ibn Khaldoun, moi, là, quand je parlais tout à l'heure des élisions, je n'en reviens pas. C'est-à-dire qu'en France, les philosophes de métier ne font rien d'Ibn Khaldoun.
c'est quand même sidérant. Donc en France, il y a Gabriel Martinez-Gros, qui est un historien. Les historiens le lisent, parce qu'évidemment, pour son histoire universelle, alors que c'est un des plus grands penseurs du politique. Enfin, c'est absolument inouï. Et donc, cette marginalisation m'avait toujours... Bon, bref. Et donc, effectivement, puisque nous sommes dans une sorte de désertification du monde, qui menace même les déserts, hein, et on va être donc, de toute façon, acculés, mais peut-être faudrait-il le faire avant que nous soyons acculés, hein, penser une forme de sobriété de toutes les manières, eh bien, nous serons confrontés à des formes de rareté. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on trouve chez Ibn Khaldoun? Donc là, c'est évidemment toute une théorisation, hein, du monde habité bédouin et du monde habité urbain. C'est-à-dire une pensée de l'État qui est inséparable de son contraire, hein, l'habitat désertique. Voilà. Et donc, c'est quelque chose, donc, pour Ibn Khaldoun, donc évidemment, toutes les vertus de l'homme se cultivent dans le désert. Hein. Et plus il s'enfonce dans le désert, plus il est dans des conditions de sobriété, plus il est obligé de vivre dans des conditions difficiles, plus il va cultiver toutes les vertus. L'arabe véritable, c'est celui, justement, qui, se confrontant à l'âpreté d'un milieu, hein, va cultiver le courage, la noblesse, la sobriété, l'hospitalité, etc. Oui. Donc ici, il me semblait là aussi qu'il y avait toute une forme d'écologie impensée chez Ibn Khaldoun, c'est-à-dire que ce qu'on appelle la sabiyya, donc en fait, c'est pas seulement une relation entre les hommes, c'est inséparablement une relation au milieu. Il y a un philosophe, j'en parle dans le livre, mais il y a un philosophe qui m'intéresse, et pour le coup, ça ramène au Maroc, puisque Augustin Berck en a été le traducteur. Le fils de Jacques Berck, hein, c'est Tetsuro Watsuji, qui est un philosophe japonais, c'était le premier traducteur de Heidegger en 1928, et qui a parlé de milieux, et notamment de milieux désertiques. Et donc ici, on a chez Ibn Khaldoun une fantastique pensée de la compréhension de ce que Watsuji appelle l'entente médiale, une fantastique compréhension du milieu désertique. Alors pourquoi ça peut nous aujourd'hui converger vers notre présent? Mais pour une raison très simple, c'est qu'on a une pensée de la Daoula, donc qui est extraordinaire, qui ne doit rien à la falsafa, c'est très différent de ce qu'on va trouver chez les falsafas. Et cet état, donc vertical, hein, il naît, il vit, il meurt. Il faut le penser comme un jardin. Et donc, ce jardin qui fleurit, à ce moment-là, ça donne face, ça donne fesse, ça donne la grande culture andalouse. Hein, ça, c'est le faste des États sur à peu près 3 générations. On va avoir toute une culture qui se déploie comme un jardin fleuri et s'épanouit. Quand est-ce que ce jardin fleurit et s'épanouit? Quand cette culture du désert, où l'homme cultive toutes les vertus, n'est pas oubliée. Quand cette mémoire du désert continue d'exister et se trouve transposée à la fois dans la poésie, dans l'expérience soufie, dans l'expérience philosophique, dans la science, etc. Et à ce moment-là, la culture, comme ici, en ce lieu aujourd'hui, puisqu'on a quand même un grand lieu dédié à la science et à la connaissance, à ce moment-là, l'État, au fond, s'épanouit. Avant, inéluctablement, selon des mécanismes et des cercles vicieux qui ne sont pas sans rappeler certains de nos cercles vicieux présents, peut-être qu'on aura le temps d'en parler plus tard, mais bon, ça risque d'être court. Vous voyez, donc ici, au fond, il y a cette idée que la mémoire d'une relation écologique est la condition d'un épanouissement de la Daoula et la condition d'une vie urbaine accomplie, libre et épanouie. Voyez, donc ça, par exemple, il y a une philosophe française, une traductrice de Dewey, qui est un philosophe américain, qui a écrit un livre qui s'appelle Zoocity. Ça bien fait penser. Pourquoi? Parce qu'elle dit aujourd'hui, au lieu des villes monolithiques, les villes occidentales, monolithiques, verticales, eh ben, il faut que ces villes soient à même d'intégrer en elles ce qu'elle appelle la cité pluraliste, c'est-à-dire une vie ouverte aux vivants. Hein. Donc la ville de demain, et on retrouve la question de l'architecture, la ville de demain doit être une cité pluraliste. Vous voyez. Alors ici, finalement, c'est assez proche de l'idée d'Ibn Khaldoun, où au fond, pour que l'État soit dans sa phase de grandeur, il faut qu'il se souvienne qu'il ait en lui cette mémoire écologique du désert. Mais on trouvera là aussi, vous voyez, cette animation de l'État et en même temps aussi cette composition horizontale, parce qu'une cité pluraliste, c'est horizontal. D'ailleurs, je ne crois pas que l'écologie puisse être verticale en réalité. Personne ne peut être responsable à votre place. C'est ça la grande différence avec l'État moderne. Bon, donc, mais peu importe. Ça, c'est encore une autre question. Mais vous voyez, ici, ça veut dire que la cité pluraliste, la cité horizontale doit habiter l'État dans sa verticalité pour le rendre finalement ouvert
à ce qui n'est pas lui-même. Et au fond, c'est là l'idée, si vous m'avez suivi, qu'on trouve déjà chez Ben Khaldoun. Voilà. Merci Eric. On va s'acheminer vers la séance d'échange avec la salle. À l'issue de ce parcours intellectuel, à la fréquentation de ces auteurs, M. Toufaïl, Tawhidi, Ibn Khaldoun, on aurait pu parler aussi de Al-Ma'arri. Comment tu vois ton rôle maintenant en tant que philosophe, qui effectivement le passeur d'une philosophie, d'une pensée exceptionnelle, mais malheureusement peu connue en Occident, peu connue en Europe, oubliée, comme d'ailleurs on a oublié beaucoup d'autres choses. Comment vois-tu ton rôle, justement, même du point de vue d'une pensée qui est orientée vers l'action, vers des conséquences tangibles, sociales de ces réflexions, qui sont des réflexions philosophiques et même spirituelles? Alors, c'est toujours un peu difficile pour un philosophe d'énoncer des solutions pratiques, mais en fait, évidemment, les idées ont un rôle majeur. Bon, voilà, tout à l'heure, on évoquait les Lumières. Les Lumières, c'était penser par soi-même. Moi, j'avais donc essayé dans un livre précédent, j'ai essayé de penser les Lumières arabes, c'est-à-dire penser de soi-même en accord avec le Coran. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on peut faire, c'est développer ce que j'appellerais les lumières écologiques, c'est-à-dire penser soi-même, qui intégrerait donc tout ce legs dont on vient de parler, mais penser par soi-même en accord avec l'habitabilité du monde. Alors là, le travail éducatif est majeur, parce qu'aujourd'hui, pour beaucoup de raisons, il y a toute forme de déni, de résistance, qui proviennent aussi de la question des idées. Donc, comme chez Platon, chez tous les philosophes, tout commence par l'éducation. Donc, en tant que philosophe, mon rôle éducatif me semble majeur. Mais je dirais qu'en même temps, il est limité, parce qu'on a affaire à une toute-puissance, c'est le prométhéisme déchaîné. Et celui-ci, les idées, parfois, ne l'arrêtent pas. Mais bon, sur les solutions pratiques, je veux bien développer, mais je ne veux pas être trop long non plus. Merci, Eric. On a un petit moment pour un échange avec vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à intervenir pour poser des questions sur soit Eric, soit éventuellement, si ça concerne des aspects un peu plus scientifiques, à moi-même. Oui. Il y a un micro. Je vais essayer de... Voilà. Ah ben voilà, très bien. Oui. D'abord, merci pour ce moment de bonheur qui remet, j'allais dire, les pendules à l'heure. Moi, en vous écoutant, je me posais cette question puisque vous avez terminé sur l'éducation. Et je me posais, et vous dites que les messages n'arrivent pas. Quand on s'adresse à notre ère culturelle, peut-être que le détour par Ibn Iqdan, par Ben Khaldoun, ça demande peut-être la capacité à décomplexifier la réflexion philosophique. Mais par contre, le langage qui est le plus soluble, c'est celui de la poésie. Et vous en avez parlé. Et sur la poésie, je me posais, tout en vous écoutant, cette question, j'ai eu cette réflexion, me disant qu'en fait, si l'intelligence du cœur dont vous avez parlé était soulevée par la sensibilité poétique, peut-être qu'on passerait mieux les messages. Et je me disais que dans l'Andalousie, les échanges entre Ben Zaïdoun et Wallada, par exemple, quand on voit la poésie, elle est... Donc il parle déjà de la pluie, et puis il parle des rencontres qui sont ratées, et il les fait... il se donne une image, celle d'un nuage qui ne permet pas la transformation en pluie. Donc c'est une rencontre éphémère. Et donc cette perception du vécu à travers l'amour nous interpelle ou nous pousse à une réflexion par rapport à notre environnement terrestre, réel et concret. Je peux multiplier les exemples que je retrouve dans... Vous avez parlé de Berck. Berck, quand il a passé chez les Seksewa une dizaine d'années, il était confronté au problème de l'adversité de l'Atlas, où il ne pleut pas beaucoup. Eh bien, il disait, après une analyse très profonde,
il termine par cette phrase où il dit « La gestion de l'eau était un prétexte à l'organisation sociale ». Ça veut dire que c'est les formes d'organisation que nous développons pour traiter la nature et pour la traiter de manière hospitalière collective, comme c'était le cas de ces tribus-là, où il y avait une sorte d'équité pour la distribution de l'eau. Si on aborde les choses par ce biais-là, il y a eu Abou al-Ma'ari, خفف الوطء على ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. Essaye de marcher très doucement parce qu'il me semble que la terre que nous touchons n'est qu'un ensemble de restes d'êtres humains. Il faut le respecter. Donc, je me posais la question, est-ce que le recours à la poésie n'est pas important parce que derrière, il y a toute l'histoire de la continuité, et j'allais presque dire un terme qui n'a pas été prononcé, et je vous pose la question, celui de la fécondité. Parce que c'est à travers la fécondité que la reproduction se fait, celle des humains et de la nature. Et sur ça, sur les restes également de la poésie, je pense à la poésie espagnole héritée de la période andalouse, d'Ibn Zaydun et d'autres. Quand je pense à un Machado, toutes ces histoires d'amour et des transports, comme on dit en français classique, passent par les échanges qu'il y a dans la nature. Où il dit par exemple qu'il parle de l'amour entre le sable et la mer. Que tu eres el mar, yo soy la arena. Que cuando el mar viene, mi alma se lleva. Toi, tu es la mer et moi, je suis le sable. Et quand la mer arrive, mon âme se lève. Donc, tout le vécu, celui du cœur, est traduit par la poésie, mais avec une forte implication de la nature et de la reproduction. Je termine par un dernier, parce que ce n'est pas uniquement la poésie arabe, mais la poésie berbère. Un des grands de l'Atlas qui était sur son cheval, et son cheval a eu soif. Et il cherche de l'eau, il trouve un petit ruisseau. Et il s'arrête, et le cheval commence à s'abreuvoir, et ce n'est qu'après que lui va boire. Et quand il veut boire, il y a le ruisseau qui se transforme en fleuve. Et il se dit pourquoi. Et la réponse, c'est de se dire, en fait, c'est parce qu'il y a de belles femmes qui ont lavé leurs cheveux en amont dans le... Donc vous voyez, tout le change humain est traduit de manière poétique, mais en réintégrant la dimension de la sauvegarde de la nature, de l'hospitalité et de l'intelligence du cœur. Alors pourquoi ne pas aborder la question de la sensibilisation par le recours à la poésie de cette région? Je serais particulièrement d'accord avec vous, mais il faut juste rappeler peut-être un contexte. C'est-à-dire, comme disait Plancton, il y a une vieille dissension entre philosophie et poésie. C'est-à-dire pour faire court, on a, me semble-t-il, deux grandes perspectives sur le rapport entre les deux. Il y a la perspective platonicienne, ou du moins d'un certain Platon, qui en a un deuxième, qui va opposer la philosophie et la poésie, et même critiquer assez violemment la poésie. Il y a une deuxième tradition, qui est la mienne. Donc Heidegger disait, citant Hölderlin, que le poète et le penseur sont proches sur deux monts séparés. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une fondamentale proximité de la philosophie et de la poésie, mais il ne faut pas les confondre néanmoins. Ça veut dire qu'ils sont sur deux monts, mais séparés. C'est particulièrement vrai donc, pour la culture arabe, parce que ce que j'ai essayé en relisant Ibn Khaldoun, cette mémoire écologique du désert, on la trouve dans la poétique, chez les Mu'allaqat. Donc c'est cette qui va constamment évidemment être reprise, retransformée, retravaillée. Et donc c'est particulièrement vrai pour la culture arabe, c'est-à-dire que c'est vraiment dans la poésie qu'on va trouver cette entente du milieu désertique, pour parler comme Watsuji. Merci. D'autres réflexions, interventions? Alors, quel est ton prochain livre, Éric? Parce que j'avais cru comprendre que tu continuais sur cette lancée de la réflexion philosophique. Oui, je ne sais pas, c'est pas encore arrêté. Parce que tu avais parlé d'aborder... de revenir sur Ibn al-Muqaffa. Oui, c'est un projet que j'aimerais bien. Je pense que c'est pareil, Ibn al-Muqaffa n'a pas été. Oui. Il y aurait tellement à faire avec lui. Oui. Ouais, c'est une idée. Oui. Il y a encore. Pardon. Juste une question pour votre introduction, puisque vous avez parlé dès le départ, donc la contextualisation, la situation, c'est que on consomme plus que ce qu'on produit. Et moi, je voulais juste attirer votre attention sur le fait que, ça me pousse à la réflexion,
là, il ne s'agit pas de production. La production, c'est les flux. En économie, ce qui domine, c'est l'analyse des flux. Ce qui pose un problème pour l'écologie. Parce que les comptabilités de patrimoine ne sont pas développées. Je pourrais vous en dire un mot. Et parce que derrière, il y a beaucoup d'enjeux et même d'arnaques sur les comptabilités de patrimoine. Donc, les flux correspondent à l'organisation sociale actuelle. Je reviens à Berck, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est ce qui compte. C'est comment valoriser, comment optimiser, uniquement les flux. Sans souci pour le respect, la sauvegarde de la conservation, selon les points de vue, du capital réel, du patrimoine de l'humanité. Donc c'est un grand problème pour les économistes. L'écologie ne peut pas faire l'économie du développement d'une comptabilité de patrimoine, qui pose problème partout. Ça, comptabilité nationale, comptabilité des entreprises, comptabilité de patrimoine, c'est le parent pauvre. Ça n'est pas un hasard. Je suis absolument d'accord avec vous. Effectivement, toute notre économie s'est développée sur cette idée-là d'un flux, comme si le réservoir du flux était inépuisable, puisque ce n'est pas considéré du tout. C'est ce qui compte, c'est le flux. Et maintenant, justement, on prend conscience de l'univers limité, l'univers au sens de l'univers terrestre limité, la Terre a des ressources limitées, et la question du patrimoine, de la conservation du patrimoine, de la gestion du patrimoine, de la bonne gestion, de la bonne économie, puisque l'économie c'est la gestion justement de l'environnement, du lieu. Il va falloir changer complètement les principes de l'économie pour avoir une économie soutenable. L'autre aspect peut-être qui est complémentaire à ce que vous avez dit, c'est la mesure du développement. Parce qu'on a une mesure du développement qui est uniquement quantitative, on n'entend parler que de produits intérieurs bruts. En France, là, on a des problèmes de produits intérieurs bruts, de dette, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas un bon indicateur de l'état d'une société. Du bonheur même individuel des gens. Donc il faut, pour éclairer les politiques publiques, les sufficiency policies, les politiques de sobriété, réfléchir non seulement au changement du paradigme d'aller du flux vers le patrimoine, mais aussi ce qu'est réellement l'objectif d'une société. C'est pas simplement, évidemment, l'accroissement de la production, c'est aussi l'accroissement du développement humain. Donc il y a des indicateurs de développement humain qui restent quantitatifs, et il y a toute une réflexion à avoir également sur ce sujet. Oui. Alors, merci aussi pour ce brillant exposé. Alors moi j'ai bien aimé ce concept de la sobriété du désert. Plus on est dans le manque ou le minimum ou la sobriété, plus on cultive toutes nos vertus, patience, hospitalité, etc. Et contrairement, plus on est dans la matérialité et peut-être l'excès, l'abondance, donc moins on devient humain. Donc je voudrais peut-être un petit peu plus développer cet aspect, cette première remarque, et peut-être nous dire sur quel livre, si je voulais en lire davantage. La deuxième chose, vous avez dit qu'il est regrettable que des gens comme Ibn Khaldoun ne soient pas utilisés en Occident, et c'est vrai beaucoup en France. Quand on voit toutes les émissions philosophiques, on ne parle absolument jamais de tous ces gens-là. Donc est-ce que c'est une volonté un peu encore d'annihiler un peu ce monde arabo-musulman ou autre? Voilà. Et une dernière remarque, quand vous avez fait aussi au début tout ce qu'on sait depuis longtemps sur cette terre qui surchauffe et qu'on va arriver à ce jour d'épuisement, et qui est certainement vrai. Quand je vois aujourd'hui malheureusement ce qui se passe, cette guerre au Moyen-Orient, ce massacre à Gaza, on le sait tous, que tous les jours on massacre des gens, et on le sait parfaitement. Et les gens qui ont le pouvoir ne l'arrêtent pas, ils s'en foutent. Donc je me dis, l'écologie, les gens aujourd'hui qui ont le pouvoir de changer les choses, je pense qu'ils n'en ont absolument rien à foutre, dans le sens où tuer des millions, des centaines de milliers de gens, on s'en fout. Donc bon, ça, c'est juste un peu, ce parallèle m'a, je ne vais pas dire rendu pessimiste, mais bon, c'est pas demain que... Voilà, il y a toujours cet écart entre la pensée juste, les gens qui ont le temps de penser loin, et les gens qui sont en manette. Voilà, excusez-moi.
Alors, il y a Le premier, c'était 3 ou la 4 points, oui. sobriété. Alors, sur la sobriété, en fait, que c'est assez remarquable de voir que toutes les sagesses antiques grecques, par exemple, il n'y a de bonheur et d'accomplissement que dans la sobriété. Ça vaut pour Épicure, ça vaut pour le stoïcisme, ça vaut pour le cynisme, etc. Donc voilà, la sobriété en question, là, c'est vraiment dans la Muqaddimah, donc chez Ibn Khaldoun. Hein. Alors pourquoi est-ce que moi, c'est toutes ces élisions qui m'ont depuis très longtemps. Hein, mais Ibn Khaldoun, c'est particulier parce qu'on a eu un usage tronqué de son œuvre, en fait. Pendant la période coloniale, on se servait de sa théorie de l'invasion des Arabes pour justifier la colonisation européenne. Donc on a eu un Ibn Khaldoun tronqué, puis ensuite dénié. Enfin, c'est assez fascinant de voir toutes ces... Alors aujourd'hui, évidemment, là on est effectivement dans une fracture, mais puisque vous revenez à la guerre présente, moi je crois que tout, absolument tout, est lié à l'écologie. Pour moi, le conflit israélo-palestinien a toujours été le reflet des contradictions du passé, Nakba, Shoah, le laboratoire des contradictions à venir. Ce qu'on voit là, c'est ce que Derrida, vous verrez pourquoi je vous dis ça. Ce qu'on voit là, c'est quelque chose entre un camp de concentration et un camp d'extermination, ce qu'on appelle un ghetto ou une enclave. Bon. Et c'est un désastre écologique absolu. Déjà, de toute façon, on boit déjà de l'eau salée. Les Gazaouis buvaient déjà de l'eau salée. Donc déjà, on voit bien qu'il y a quelque chose d'écologique qui est dedans. Et voilà. Et donc, dans les séminaires de 1995-1996, Jacques Derrida avait parlé de Massignon. Et il a cette remarque intéressante parce qu'il compare quelque chose qui est le contraire, mais qui est en même temps presque très proche de l'hospitalité. C'est ce qu'on appelle une enclave. Une enclave, c'est un dedans qui est en dehors du dedans, écrit-il. Un dedans qui est en dehors du dedans. C'est exactement ce que vivent. Et là, on a une violence absolue. Une violence absolue. Le remède à ça, c'est quoi ? C'est l'hospitalité inconditionnelle. L'attente, justement, l'autre. L'autre, finalement, le chez-moi devient quelque chose comme un dedans au dehors du dedans. Et d'une certaine façon, le mal ici que l'on voit sous nos yeux, pour la première fois c'est un génocide en direct, hein, le mal que l'on voit sous nos yeux est presque en miroir le contraire de la solution que j'avançais, c'est-à-dire l'hospitalité inconditionnelle. Voilà. Passer encore une question là, et puis après on conclura, si on peut conclure sur ces questions. Merci à vous deux déjà, et à tout le monde pour votre présentation extraordinaire. C'était très intéressant, ça m'a permis de réfléchir vos idées en moi. Et ça m'a amené à un point, une petite réflexion que j'ai eue. Je suis totalement d'accord avec beaucoup de points que vous avez dit. Mais je me pose une question, c'est quand on parle d'écologie, souvent on parle du bilan et des conséquences possibles du futur. Et ça entraîne des conséquences qui sont souvent néfastes, malheureusement. Et ça entraîne la sensibilité que j'ai, c'est que ça donne une certaine peur. Pas forcément pour moi, mais c'est humain d'avoir peur de ces conséquences-là. Mais quand on parle de philosophie, c'est pas de l'amour qu'on est censé parler. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse, je pense. Et l'inverse. Donc je me dis, parce que je vois beaucoup des gens de ma génération qui ne veulent plus avoir d'enfants forcément pour l'écologie ou des choses comme ça. Donc ma question, rapidement, comment peut-on utiliser l'amour sans forcément être un vecteur de peur, mais être un vecteur d'amour, tout en essayant d'éviter ses conséquences? Est-ce qu'il y a une façon de faire ceci? C'est ça ma question. Alors c'est la question aussi en même temps de la filiation. Oui, alors amour de la sagesse, mais ça peut s'entendre de plein de façons. Je ne sais pas exactement comment répondre, mais il me semble que la question peut-être souterraine à tout ça, c'est la question de l'espoir, en fait. Hein. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure avant. Le constat qu'on a fait est désespérant et désespéré. Hein. Donc toutes les questions sur la filiation proviennent de ça. Mais je crois que la philosophie a toujours pensé le mal pour essayer de vivre bien. Donc simplement, nous avons fait un mal nouveau. Donc s'il faut penser tout ça en parfaite lucidité, hein, c'est la lucidité, la blessure la plus rapprochée du soleil, c'est le fameux aphorisme de René Char, c'est pour justement que même avec un désespoir lucide, ça nous ouvre des possibles. C'est bien, j'ai commencé par l'éventail des possibles. C'est-à-dire que je crois que c'est à partir du moment où on accepte cette situation désespérante qu'on pourra avoir une espérance du cœur et des possibilités qui s'offrent à nous. Mais il est vrai que c'est souvent au plus profond du désespoir. Je pense que dans une situation, c'est vrai à mon avis religieusement, c'est-à-dire que l'espérance n'est pas illusoire à la condition d'endurer le désespoir jusqu'au bout. Et c'est cette contradiction-là qu'on est en train de vivre, à mon avis. Pour la question, très rapide. C'est
comment fructifier cet amour-là, comment utiliser la sensibilité, comment dire, en parlant de sensibilité, il y a beaucoup de gens qui sont bons intrinsèquement, mais qui sont sensibles à plusieurs choses, qui ne sont pas forcément utiles, qui ne sont pas forcément intégrés avec des choses qui vont être utiles pour le futur. Comment développer cette sensibilité-là avec l'amour? En gros, c'est un peu ça ma question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sauver des chiens, par exemple, et pour eux, ça s'arrête là, leur travail, ils ne vont pas faire autre chose. Genre, je sais que c'est plus le politique qui vont faire ça, mais nous, en parlant d'horizontal, comment donner cet exemple-là? C'est très compliqué, puis c'est un problème dont on a parlé, mais pour moi, un des problèmes centraux, et ça vaut pour nous tous, c'est ce que Glenn Albach appelle l'éco-agnosie, c'est-à-dire que, en fait, plus on est soustrait au vivant, moins on fait d'expérience justement de ce milieu, moins on comprend ce milieu, et plus finalement on va s'habituer. Et c'est l'accoutumance qui est sans doute la plus grande force de l'humanité, mais aujourd'hui son plus grand péril. L'éco-agnosie, ça veut dire que chaque génération qui vient, elle considère que le monde est normal. Alors que nous qui sommes plus âgés, on l'a déjà vu, totalement dégradé. Et c'est ce travail éducatif qui est important, mais qui passe évidemment par la sensibilité à la fois esthétique, la sensibilité du sentiment, c'est tout ça. Et donc avec cette façon de renier, il faut inverser une sorte de cercle vicieux en fait. Et c'est immensément difficile là aussi, contradictoire. Merci Eric. On va s'arrêter ici en vous remerciant encore toutes et tous. Et je passe la parole à Jean Stone qui va vous faire des annonces pour la future du centre. Alors, pas seulement une annonce, une réaction déjà intéressante par rapport à la question qui était dite par rapport justement à Ibn Khaldoun et au nom. Moi, j'ai un témoignage intéressant parce qu'avec Bruno, je me rappelle qu'on a fait une réunion en 2003 pour lancer un programme Science et Islam. J'ai commencé à travailler donc vraiment sur les liens entre science et islam tout en étant chrétien, donc avec une équipe où il y avait Eric Geoffroy, Bruno et d'autres. Et en 2007, j'ai sorti mon best-seller Notre existence a un sens et Nidal Gessoum, qui était dans cette équipe, m'a fait remarquer: Jean, tu n'as pas cité... Alors, c'était pas un livre d'histoire des sciences, hein, je parlais un tout petit peu d'histoire des sciences dans les 3 premiers chapitres, mais c'est vrai que je n'ai pas cité un seul scientifique musulman. Et donc, il m'a fait la leçon. Et dans mon prochain livre, qui s'appelle Les dieux créés à la science, où je parle justement de la naissance de la science, eh bien, je fais un chapitre justement sur Al-Biruni, sur toute une... Al-Haytham, je prononce mal évidemment, sur Avicenne, sur Ibn Rushd, etc. Parce que c'est vrai que moi-même, alors que j'étais déjà engagé, depuis peu certes, dans un dialogue avec l'islam, j'ai même pas eu l'idée de parler d'un scientifique musulman dans un livre. C'est pour vous montrer à quel point effectivement on n'est pas du tout formé à ça, on n'en parle pas. Et c'est vrai que les gens sont très étonnés de savoir qu'il y avait des gens comme j'arrive jamais à prononcer son Al-Haytham, qui avaient des siècles d'avance par exemple sur l'optique par rapport à des scientifiques occidentaux. Et le calcul par exemple, c'était Al-Biruni c'est lui qui a fait le calcul de la Terre, de la taille de la Terre, était plus précis que celui d'Érastocène, qui était certes longtemps avant, mais des Grecs, voilà. Donc effectivement, c'est un problème qu'on a en Occident. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est juste pour vous dire, comme je vous l'ai déjà dit, donc le 6 et 7 décembre, nous aurons sur ces deux grands mystères, d'un côté la nature du réel et de l'autre la nature de la conscience. Hop, comment on passe les... Oui, on passe les slides avec laquelle slide? Voilà, c'est ça. Et donc, juste pour vous dire, parce que maintenant on a un programme quasi définitif, donc je disais que la nature du réel et la nature de la conscience peuvent peut-être se rassembler. Et donc, nous avons donc le prix Nobel William Phillips qu'on a eu en Zoom depuis Rio l'année dernière, qui a confirmé sa présence, qui viendra donc au Maroc, je pense que c'est la première fois de sa vie. Donc c'est évidemment, Inch'Allah, parce qu'il est quand même un petit peu âgé, donc on prie qu'il soit bien là. Mais en tout cas, il a confirmé qu'il venait, sauf problème de santé, il sera là au Maroc. Et donc ensuite, nous avons Eben Alexander, ça il était déjà annoncé avant, donc qui a été neurochirurgien à la Harvard Medical School et qui a vécu une expérience de mort imminente et qui a dit que la conscience était beaucoup plus riche quand elle n'était pas dans le cerveau. C'est quand même assez extraordinaire. Son livre, un titre très, La preuve du paradis, c'est un titre très grand public, a été lu par plus de 2 millions de personnes. Et vous voyez, mon expérience m'a montré très clairement que la conscience est bien plus riche à l'extérieur du cerveau, donc c'est ça qu'il va nous développer. Et puis il a donc ce livre, L'évidence de l'après-vie, qui à mon avis est un livre plus solide, scientifique, si vous voulez préparer, que La preuve du paradis, qui est sur le livre grand public. Mais c'est le premier spécialiste du cerveau à avoir vécu une expérience de mort imminente. Donc il n'est jamais venu au Maroc.
Maroc, donc c'est un scoop aussi de l'avoir, évidemment. C'est pas simple de le faire venir. Voilà, Mario Bourgard, qui vient du Canada et l'Université de l'Arizona. Il a fait une expérience qui a été très très connue sur des religieuses en état mystique qu'il a mis dans un IRM pour montrer que l'état mystique était différent de tous les états connus et que ce n'était pas, comme certains le disent, une crise mentale, une crise d'épilepsie, etc. William Herbert, professeur à Stanford, il dirige un grand programme sur qu'est-ce que c'est qu'être un être humain pour nos amis de la Fondation Templeton aux États-Unis, viendra de Stanford. Pierre Jean Gire est l'ambassadeur de la Fondation pontificale, il s'occupe de toutes les universités et il est chargé d'affaires réservées du pape François. Nous attendons la confirmation d'une personnalité musulmane, monsieur Abadi pour ne pas le citer, mais c'est pas moi qui l'invite, c'est la direction de l'université, pour débattre avec lui. Le père Thierry Magnin, prêtre et physicien quantique, président recteur délégué de l'Université catholique de Lille. Et puis Emmanuel Ransford, polytechnicien physicien quantique, qui a des thèses très originales sur justement le lien entre physique quantique et conscience. Et puis vous retrouverez quelques-uns intervenants de l'année dernière, ceux qui vous ont le plus marqué, donc Reza Mogadachi et Reda Benkiran, qui ont été très très applaudis, et bien sûr Bruno Guiderdoni et Inès Safi, et aussi Andrew Briggs de Oxford, et aussi un Marocain Moundir Zniber, que certains d'entre vous connaissent, qui est coach en développement personnel, mais qui est aussi chef d'entreprise sur les énergies renouvelables, et qui a fait un livre, j'ai découvert très récemment, qui s'appelle Le Chemin, qui est publié en France aux éditions Guy Trédaniel, et donc je l'ai également invité. Voilà donc pour les 6 et 7 décembre, et vous avez rendez-vous donc à Ben Guérir. Vous recevrez puisque vous êtes sur la liste, vous avez reçu une invitation, donc vous recevrez de Hanan El Afifi une invitation et aussi un lien pour réserver votre chambre d'hôtel. Il n'y en a pas beaucoup, donc à l'hôtel Hilton de Ben Guérir, pour réserver votre chambre pour le colloque. Voilà, je vous ai dit, et donc un grand merci d'être venu ce soir pour cette rencontre qui nous permet de se voir en petit comité, et à rendez-vous en décembre en grand comité à Ben Guérir avec Bruno et les autres. Merci à vous. Et merci à Eric, vraiment, qui a été très clair. Vous avez vu, il y a des philosophes qui parlent très clairement et avec une grande culture. J'ai beaucoup apprécié. Merci Eric. Merci. Voilà.